j'ai pas envie de donner une réponse simple à cette question parce que, d'abord, bon, je suis pas un spécialiste, mais enfin, vous savez, et d'autres savent peut-être aussi que l'Algérie a joué un grand rôle dans ma vie. D'abord parce que la France aussi, naturellement. Bon, et d'abord parce que je suis d'une génération contemporaine de la guerre d'indépendance, bon, qu'on a appelé ici les événements, etc., etc. Ça fait partie d'ailleurs du problème. Bon. Et une chose que j'ai jamais oubliée, je veux pas prendre trop de temps et être trop sentimental là-dessus, mais c'est quand même le fait que si j'avais pas été étudiant et par conséquent sursitaire à l'incorporation dans l'armée, j'aurais été mobilisé, donc j'aurais été obligé d'aller faire la guerre, hein, comme l'ont fait les gens du même âge que moi qui faisaient pas des études. Bon. Et puis alors là-dessus, bon alors évidemment j'ai participé à l'époque comme étudiant aux manifestations contre la guerre, pour soutenir le FLN, etc. Bon. Et ça a été un peu l'éveil de ma conscience politique. Bon, après quoi, je suis allé en Algérie en 65 et 67 faire mon service militaire, entre guillemets, dans la coopération. Je me suis retrouvé, c'était très privilégié, il faut dire, assistant à l'université d'Alger, où j'avais des étudiants qui en fait avaient le même âge que moi, parce que mes études avaient été accélérées par par les circonstances, et les leurs au contraire avaient été retardées. Donc j'ai noué là-bas, bon d'abord j'ai découvert le pays, bon, c'était aussi une époque où les gens de ma génération un peu partout dans le monde pensaient qu'on était à la veille d'une sorte d'un grand bouleversement de la politique mondiale, hein, en fait. Bon, la révolution anti-impérialiste était à l'ordre du jour, il y avait eu la révolution cubaine, beaucoup d'entre nous pensaient que Alger, pardon, excusez-moi, était une sorte de nouvelle Havane, mais située dans l'hémisphère occidental. Et j'étais parti là-bas à la fois dans cet état d'esprit un peu exalté, si vous voulez, bon, et puis d'autre part, bien sûr, à la rencontre du peuple algérien. Bon. Donc tout ça, bon, je refais pas l'histoire. Tout ça, d'abord, j'ai noué des amitiés qui durent encore aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, toute la vie, et je me sens très concerné, évidemment. Mais la question telle que vous la posez, elle suggère, il me semble inévitablement, de focaliser, de concentrer l'attention sur les États. Hein, bon. Donc, quand on parle des fluctuations dans les rapports entre la France et l'Algérie, naturellement, on pense à des phénomènes d'opinion publique, mais ce qui est au centre de l'attention, en apparence, c'est les rapports d'État à État. Bon, à la suite de quoi, il y a naturellement les négociations, les rapports de force, les voyages diplomatiques, les moments de convergence et de divergence des intérêts, etc. Et le sentiment que j'ai, c'est pas que les opinions publiques n'existent pas, mais c'est qu'elles sont un peu prises en otage dans tout ça. Bon, alors bien sûr, les États, c'est important, ça compte, bon, et ça compte d'autant plus dans les rapports entre un ancien colonisateur et un ancien colonisé, c'est-à-dire une relation où le problème de la souveraineté nationale occupe par définition une place centrale. Mais en ce qui me concerne, ce qui est au moins aussi important, et en fait plus important, c'est de parler du rapport qu'entretiennent les peuples français et algériens. On en est très loin, hein, bon, de la France, de regarder en face son rôle de colonisateur et son histoire, une chose que les Algériens réclament à juste titre, mais dont les meilleurs de mes... D'abord, les Algériens aussi ont besoin d'un regard critique sur leur propre histoire, même sur leur lutte d'indépendance. Bon. Et de toute façon, pauvre lecteur qui va être obligé de se taper ce genre de formule, bon, c'est parce que j'ai une formation, je suis prof de philo, bon, comme chacun sait, j'ai exercé ça toute ma vie en université. Dans ma jeunesse, j'étais très intéressé aussi par les mathématiques, etc. Et alors, il y a, je ne suis pas spécialiste, mais il y a une branche des mathématiques qui donne d'ailleurs lieu, vous pouvez regarder ça sur Wikipédia, vous verrez des illustrations absolument magnifiques en couleur. C'est ce qu'on appelle la théorie des fractales, c'est-à-dire c'est les limites, si vous voulez, bon, qui ne sont pas des lignes continues, hein, mais qui reproduisent à n'importe quelle échelle, même si vous grossissez avec un microscope,
en allant à l'infini, la forme découpée de la frontière. Hein, bon. Et alors les mathématiciens adorent ça, c'est très beau, et puis c'est bon. Et ça conduit à cette notion, à première vue baroque, je dirais, contre-intuitive, hein, d'une frontière, oui, dont la dimension n'est pas 1 comme une ligne ou 2 comme un espace, mais quelque chose comme 1,5 ou 1, quelque chose, quoi. Non, non. Hein. Si vous regardez sur un dessin, ce qui, vu de très loin, a l'air d'être une ligne de séparation, quand vous grossissez et que vous approchez dans le détail, ça devient une ligne brisée, découpée comme ça à l'infini. Les côtes maritimes sont comme ça. C'est une formule qui, évidemment, n'a pas eu bonne presse à l'époque de l'anti-impérialisme dont je parlais tout à l'heure, et dont je trouve aussi tout à fait normal qu'en son temps, les militants de l'indépendance algérienne, qui étaient engagés dans une guerre sans compromis, évidemment, par définition, ne l'avaient pas trouvé complètement à leur goût. Hein, bon. C'était une tentative qui a été celle de Tillion et d'autres intellectuels. C'était pas une pied noire, hein, c'est un point très important. Tillion, c'était une anthropologue française qui avait fait sa carrière de son apprentissage d'ethnologue. Enfin, les gens savent ça, bon, dans les Aurès et d'autres endroits, puis qui avait élargi ça ensuite à une espèce de tentative de compréhension des traditions culturelles de l'espace méditerranéen, à la fois au nord et au sud. Bon, une très grande résistante, déportée à Buchenwald, etc., et qui ensuite aussi, on s'en souvient peut-être, a joué un rôle non négligeable à l'époque de la bataille d'Alger, parce que c'est elle qui a sauvé la tête, j'ai des trous de mémoire, comment s'appelait le chef de Yassef Saadi, oui, avec qui elle était devenue très amie. Bon, ensuite Yassef Saadi a fait d'autres choses, mais peu importe. Bon. Donc elle s'est engagée, mais évidemment sa perspective c'était utopique, bon, à certains égards proche de celle de Camus peut-être, etc., c'était qu'il fallait trouver pour l'Algérie une solution qui en ferait une sorte d'entité binationale ou biculturelle. Bon, c'était une vision qui sous-estimait la brutalité, et sous-estimait pas la brutalité du colonisateur, mais disons les choses à l'envers, elle surestimait les possibilités de surmonter cette violence. Mais il reste une idée, un noyau, bon, je me souviens plus du passage exact dans lequel je cite pas pour dire qu'elle a raison, je cite pour dire qu'elle pose un problème qui me semble toujours d'actualité. Écoutez Omar, je ne veux pas me défiler devant ces questions, parce qu'elles sont vitales, elles sont fondamentales pour nous tous, hein, elles sont fondamentales en Algérie, elles sont fondamentales en France. Mais je ne veux pas parler d'une façon légère, si vous voulez, irresponsable et mal informée. Hein. Donc j'ai une perception assez claire et malheureusement très, très inquiète, de temps en temps un peu tragique, de ce qui se passe en France, c'est-à-dire du développement d'une xénophobie, en particulier d'une xénophobie dirigée contre ceux qu'on appelle les migrants ou les immigrés, dont une proportion énorme est constituée de citoyens français, quelques-uns sont binationaux. Bon, c'est à mes yeux une composante fondamentale de la nation ou du peuple français d'aujourd'hui qui vient d'Algérie et d'autres parties naturellement de l'ancien empire français. Bon. Et cette xénophobie monte, alors elle est en train de trouver des troupes, des représentants politiques patentés qui ont réussi d'une certaine façon, comme on dit, à se dédiaboliser, hein, mais qui n'ont pas quand même purement et simplement effacé leur origine. Moi je n'oublie pas que quand j'étais étudiant,
le chef ou l'un des chefs des groupuscules fascistes contre lesquels on faisait le coup de poing au quartier latin ou qui ont ensuite participé à l'OAS, c'était Le Pen. Bon, ce parti, cette mouvance, parlons pas de Zemmour et tout ça, bon, plonge ses racines à la fois dans le fascisme européen, dans le colonialisme et l'irrédentisme. Bon. Donc ça est très très violent, tout ça est très dangereux. Bon. En ce qui concerne la forme que prennent en Algérie les sentiments nationalistes, éventuellement revanchards, c'est une chose qui peut exister, bien sûr. Je ne l'ai pas senti, moi, quand j'étais en Algérie. La chose qui m'a le plus frappé, mais ça remonte évidemment à très très longtemps, c'est la générosité incroyable avec laquelle j'avais été accueilli par des gens de toutes sortes, non seulement mes étudiants ou mes collègues, mais les gens de la ville et de la campagne que j'avais l'occasion de rencontrer. Je dois dire que ça m'avait complètement sidéré, parce que je m'attendais avec une certaine naïveté, si vous voulez, à ce que les gens qui viennent au travers d'épouvantables souffrances de conquérir leur indépendance éprouvent une certaine forme de ressentiment par rapport... bon, et justement, ils faisaient pas la confusion. Moi, j'étais pas traité en Algérie comme un ancien colon ou comme un ancien militant de l'OAS, etc. Bon, mais d'un autre côté, je me doute, hein, évidemment, je me doute qu'il peut y avoir en Algérie non seulement des sentiments anti-français, si vous voulez, mais une espèce de méfiance systématique, l'idée que les Français ne rêvent que de recoloniser l'Algérie, et puis alors on prend des repères dans l'actualité dont il faut bien dire qu'ils ne sont pas négligeables. On voit ce que fait l'armée française en Afrique, on se dit, ah ben oui, ils sont toujours là, ils veulent toujours revenir. Bon, évidemment, l'Algérie, c'est pas le Mali ou le Burkina Faso pour différentes raisons, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus indépendant. Bon, mais là, je m'arrête, parce que pour pouvoir faire des symétries, de toute façon, c'est sûrement pas complètement symétrique. Hein, bon. Et puis, je fais confiance, au fond, à mes amis algériens pour faire la critique. Je pense que fondamentalement, le nationalisme, sous ses formes, en effet, xénophobe ou revancharde, est une catastrophe dans le monde d'aujourd'hui. Mais je pense aussi que chacun doit ici balayer devant sa propre porte, si vous voulez.